me vois? Je te vois. Moi aussi, je te vois parfaitement. Parfait. Je suis désolée, je t'ai mis la pression. J'ai tellement l'habitude de faire les enregistrements à 9h30, mais après coup, heureusement, tu as bien fait de me le dire parce que j'ai repris la discussion. C'était marqué 10h, effectivement. C'était jour férié, du coup, moi, j'ai traîné. Bah, t'as bien fait. Bon, bah, je suis super contente de te rencontrer. Oui, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, il y a une nouvelle confession tricotesque avec mon invitée qui est Lucie de Kumquat. C'est 3615 Kumquat. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Hein. C'est pas le contraire, parce que j'ai tendance souvent un peu à inverser. Tu es bien installée, là, ça va? Tu as tout ce qu'il te faut? Ouais. Regarde. Okay. Super. Tu as ton matos, tes encours, tout ton petit bazar? Ah oui, là c'est le bazar. Donc Alors Lucie, tu connais le concept de l'émission? Oui, j'en ai vu quelques-unes. Donc le but c'est vraiment de faire connaissance avec toi, surtout qu'on parle tricot par rapport à toi. Tu te présentes en quelques petites phrases. Tu nous dis un petit peu de quelle région tu es, si tu veux nous dire ton âge, si voilà ta petite situation familiale, et puis après comme ça on attaque avec les questions. Moi je m'appelle Lucie. En juillet j'aurai 39 ans. Ouais. Et donc je suis mariée avec Julien qui m'aide beaucoup pour tout ce qui est informatique sur les podcasts. Et on a un chat qui n'apparaît pas beaucoup dans les podcasts. C'est un vieux chat, il a 12 ans, donc il passe beaucoup de temps à dormir. Et actuellement, je suis à la région bordelaise parce que Julien est de Bordeaux, donc je l'ai rejoint à Bordeaux. Mais j'ai toujours vécu en région parisienne. Et sinon, je fais professeur de SVT en collège-lycée. Ah, super. Ou des fois, je fais des petits ateliers tricot, couture sur le temps du midi. Voilà, pour les élèves. D'accord. Je profite de lier travail et passion. Alors, il n'y a pas tellement longtemps finalement que tu as commencé les podcasts. Je crois que c'est 2 ans environ, quelque chose comme ça. 2 ans. Et alors, moi, j'avais accroché sur ta vidéo. C'était par rapport au générique parce que il est vraiment topissime. Et comme moi, j'adorais cette série policière. Alors, c'est vrai que ça avait vraiment capté mon attention et je t'avais découvert comme ça. Ah oui, moi, je suis fan de toutes les séries, puisqu'il y a plusieurs séries. En anglais, c'est Law and Orders et en français, c'est New York Police Judiciaire, New York Police Criminelle. Et d'ailleurs, il y a une dernière saison qui est sortie, mais qui n'est pas encore en France ou qui est en accès payant, etc. Donc, j'ai hâte de la voir en gratuit. Et Julien, il a toujours aimé le générique. Et il s'est dit, si tu te lances dans une podcast, je te ferai le générique, mais version... Version tricot. Version tricot et couture. Écoute, tu peux le féliciter parce que franchement, je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Et donc, on me demande souvent, et oui, c'est la voix de Julien sur le générique. Écoute, il peut faire du doublage, je crois. Hein. Ah oui, il a une voix hyper grave, donc ça va. S'il veut se reconvertir, c'est tout trouvé. Alors aussi, tu as vraiment beaucoup évolué quand on regarde un peu ton parcours au niveau du podcast. Je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution en très peu de temps. Aussi bien sur ta présentation que sur ta façon d'être aussi à l'écran, tout ça. Je trouve que c'est très joli à voir. Je pense qu'à force de les faire, on gagne aussi en confiance parce qu'au début, on se lance, on fait la vidéo. Est-ce que ça va plaire aux gens Est-ce que je parle pas trop vite, pas trop parce que moi j'ai tendance à mais voilà, j'essaye, même si dans la dernière vidéo j'ai parlé très vite, mais et je trouvais qu'en tant que professeur aussi c'était un exercice intéressant parce que les élèves nous voient, mais nous on se voit pas en cours, comment on explique, comment on parle, etc. Et comme je dois revoir mon montage, ma vidéo, faire le montage, etc., ça m'a donné aussi des idées sur la façon de se présenter, de parler, voilà. Et puis, ce qui fait beaucoup évoluer, c'est les commentaires des gens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent « j'aimerais qu'on détaille un peu plus ça, j'aimerais qu'on parle un peu plus de ça. Ah oui, j'y ai pas pensé. » Hop, et du coup, la fois d'après,
je repense aux commentaires des gens et je me dis, ah oui, ils voulaient que j'explique plus comme ça, moins de termes anglais ou traduire à chaque fois les termes anglais. Les gens, ils aiment bien quand je parle des différentes marques de laine et de fil et de composition. Donc, j'essaye à chaque fois aussi de dire ça. Mais du coup, pour l'instant, en 2 ans, je me dis, j'ai encore plein de choses à tester. Notamment mes visios à revoir, à améliorer. C'est pas encore comme je voudrais parce que c'est vrai que je trouve ça tellement agréable de parler avec des gens de tricot partout en France, voire dans le monde. Hein, on sait parce que je pense que comme moi, tu as des gens qui regardent depuis le Québec, la Belgique, voilà, et ailleurs. Absolument. Mais c'est assez récent, hein, tes visios avec... Oui, c'était parce que au niveau santé, je ne pouvais pas trop bouger. Donc, je ne pouvais pas rejoindre les gens sur leur lieu de vie. Et je me dis, mince, j'ai quand même envie de discuter avec ces personnes. Et puis, le confinement, on a quand même fait beaucoup de visio. Donc, voilà, j'ai essayé Zoom, j'ai essayé Discord. Mais il faudrait que, voilà, Skype, c'est bien. J'avais déjà fait aussi sur Skype, mais au niveau du travail, pas au niveau du tricot. Mais comme il y a toujours cette idée de vouloir faire un podcast en duo, mais où on puisse aller voir sur Internet, sur Ravelry, etc., il faut que je trouve un autre logiciel qui fasse fonctionner et la prise de caméra et le mouvement sur l'écran. Alors, on y va, c'est parti. On y va avec nos petites questions. C'est parti. C'est parti. Alors, est-ce que le tricot est ta première activité manuelle dans ta vie? Dans ma vie, je pense que oui, parce que ma mère tricote, mes 2 grands-mères tricotaient, mes tantes tricotaient. C'était vraiment quelque chose voilà, une activité, et tricot et couture. Sauf que la couture, c'est toucher une machine à coudre quand on est petite. Ça, c'était pas possible. Voilà. Ça y est, je pense qu'elle est. Nous avons fait un sauvetage. Alerte à Nice. C'est pas alerte à Malibu, tu sais. Allez, on reprend. On fera peut-être une petite couture accélérée, tu sais, ce sera le moment Benny Hill de l'épisode. Ça va, tout va bien. Donc, tu as toujours vu le tricot hein, dans ta famille, hein, finalement. Oui, voilà, c'est ça. J'ai toujours vu. Ma mère, elle tricote toujours. Alors, ma grand-mère, moins, parce que avec les douleurs, c'est plus difficile. Mais oui, dans la famille, on a toujours tricoté, cousu, toujours fait plein de choses, des perles. Voilà, on a toujours été très manuel dans la famille. Là-dessus, et ça continue, hein, parce que même mon frère, il fait un peu de travaux manuels, sa femme, pareil. Donc, voilà, on a grandi en plus l'entourage familial et on reste dans les loisirs créatifs. Est-ce que tu trouves que le tricot t'a aidé à développer ton sens créatif et aussi ton sens, ton côté manuel, finalement? Alors, créatif, non, parce que j'avoue ne pas être très créative. En revanche, côté technique, oui. Parce que là, je tricote depuis que j'ai 7 ans et j'apprends encore des nouvelles techniques. Et je m'améliore sur celles que je connais déjà. Et en fait, c'est ce que j'adore. J'adore choisir les couleurs. Associer les couleurs. Mais j'invente pas. J'aime les modèles et j'aime suivre les modèles et j'aime apprendre des techniques et m'améliorer sur les techniques. Donc moi, c'est plutôt le côté manuel technique qui s'améliore. D'accord. Et alors, est-ce que toi, tu as pensé à professionnaliser ta passion pour le tricot? Non, parce que j'ai peur. Là, j'ai repensé au confinement où finalement j'étais à la maison, qu'il n'y avait plus cours. À la limite, je faisais que ça, tricoter, coudre. Même ça, c'est passé. Je pense que si j'apprécie, c'est parce que j'ai mon travail que j'aime bien et que le tricot, c'est un loisir. Et il faut que, pour l'instant, ça reste un loisir. Alors, je développe ma chaîne YouTube parce que ça me fait rencontrer plein de gens, ça me fait rencontrer plein
découvrir plein de marques de laine. Voilà, ça, pareil, ça ouvre l'éventail des possibles, mais toujours dans le loisir. Alors, à quoi tu penses quand tu tricotes, Lucie? Alors, soit je regarde un podcast, soit c'est vraiment une pause du cerveau. On se concentre sur les mailles et puis on oublie un petit peu, soit si on a eu un souci dans le quotidien, ou une pause calme, parce que quand même je suis un métier où il y a du bruit, il y a du mouvement, etc. Donc c'est une petite pause hors du temps. Il n'y a pas forcément de pensée particulière parce que soit je vais être toute seule avec mon chat, soit je vais discuter avec Julien, soit je vais regarder un podcast. Voilà, c'est plus un moment calme qu'un moment réflexif. Alors, combien d'heures tu tricotes à peu près, toi, dans la journée? Et aussi, quel est ton rituel, ta petite routine, si tu en as une, tricot? Alors, le tricot, ça serait plutôt le soir devant la télé. Une fois que la journée, elle est terminée, c'est vraiment le petit moment, voilà, et ce qui fait que c'est devant un film. Donc, un film, c'est 1h30, 2h. Voilà. Toi, tu ne tricotes pas le matin, toi? En fait, le matin, je me lève à 6h et 6h, 6h30. Une demi-heure après, je dois avoir mangé, lavé, habillé et je suis partie au boulot. Donc, comme les cours commencent à 8h, je dois arriver un peu avant pour faire les photocopies, préparer la salle, etc. Donc, le matin, c'est pas... Et le week-end non plus? Le dimanche matin, oui. Le dimanche matin, à la limite, c'est là où vraiment je m'octroie de me poser. Aujourd'hui, c'est un jour férié, du coup, je me suis octroyé le temps de tricoter un petit peu, voilà, au moment du petit-déj. Mais voilà. Mais c'est plus le rituel du soir, genre, c'est ma fin de journée, je peux tricoter. Donc, entre midi et 2, par exemple, au travail, en salle de prof, ou ci ou là, tu tricotes pas, toi? Non, parce que on va profiter déjà entre midi et 2, c'est plutôt entre midi et 13h ou 13h30, donc c'est très court. Et alors pas cette année, mais souvent je suis professeure principale de seconde, c'est souvent là où j'en profite pour appeler les parents. Voilà, c'est non-stop. C'est pour ça que le soir, c'est vraiment sacré parce que c'est ma journée un peu non-stop. Et après, je me pose. Et donc, ça te crée pas de douleur pour l'instant, le tricot? Ça n'engendre pas de maux particuliers où tu aurais un remède à Alors déjà, d'être passé des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, mais alors ça tire tellement moins sur le dos parce que les aiguilles droites, j'avais tendance à être comme ça, à les tenir, alors que là, finalement, avec les circulaires, je me relâche. Et puis, il y a toujours... comme je dis, je fais de la couture, je vais faire autre chose, donc j'alterne. J'alterne entre tricot, si je vois que ça tire, je pose, je fais autre chose. Et puis, il y a aussi le fait que je suis multi en cours. Donc, un coup, c'est des laines fines, un coup, c'est des laines moyennes, un coup, des grandes laines, des petites circonférences, des grandes circonférences. Et en alternant, pareil, je pense que ça évite de s'acharner sur un seul diamètre ou un seul taille. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est bien d'avoir plusieurs ouvrages différents à travailler. Ça évite justement, comme tu dis, d'avoir peut-être une mauvaise position aussi, d'avoir... Et sinon, comme j'ai fait 10 ans de basket, j'ai beaucoup fait d'étirements des mains et des doigts. Donc, j'ai aussi beaucoup d'étirements que je garde du basket où j'étire mes doigts pour bien libérer les tensions parce que c'était une partie où on recevait souvent les balles et donc on pouvait se blesser. Donc, on avait plein de techniques pour s'échauffer les mains, pour s'étirer les mains après avoir fait un entraînement pour ne pas se blesser au niveau de tout ce qui est poignet jusqu'au bout des doigts. Donc, et comme je fais toujours du sport, je pense qu'il y a toujours cette histoire de on sent, je sais pas si, je crois que toi tu fais de la marche aussi, tu fais de la marche rapide, on sent quand on fait du sport que là on a un peu trop poussé, on sent notre corps et peut-être que le fait de sentir notre corps c'est un avantage sur le tricot parce qu'on sent aussi quand ça tire dans les doigts et qu'il faut dire stop et passer à autre chose ou faire reposer son corps. C'est vrai. Alors, est-ce que tu as le tricot égoïste, Lucie? Non.
J'adore tricoter pour les autres. Là, hier, ma maman elle m'a envoyé la photo. Je lui ai fait un love note dans les tons verts. Elle dit ah, regarde, je le porte aujourd'hui. Julien, je lui ai terminé un pull en jacquard. Donc, il avait demandé le type de jacquard avec telle couleur. Et pour mes collègues, je leur avais fait des mitaines à Noël. Donc, ils ont tous chacun leur paire de mitaines avec leur couleur choisie. Et voilà, je sais que j'aime beaucoup tricoter pour moi, mais j'adore tricoter pour les autres. Et voir les autres porter, en plus, c'est vraiment un plaisir de dire « Ah, en plus, il les porte, c'est utile. » Donc, finalement, tu es satisfaite d'offrir quelque chose que tu as réalisé toi-même. Tu vas plutôt faire ça plutôt que d'aller acheter un cadeau. Oui, parce que, sauf si la personne, voilà, par exemple, là, c'est l'anniversaire de mon frère dimanche, et sa demande, c'était, il voulait un parapluie compact. Bon, là, je ne sais pas créer un parapluie. Donc, je lui ai acheté un parapluie. En revanche, c'est bientôt l'anniversaire de ma belle-sœur, et elle avait repéré un tissu sur Katia. Attends, je te montre. Regarde. Ah oui. D'accord. Et c'est du tissu très épais. Oui, il a l'air. Ouais, je pense que ça va être un tote bag et une petite pochette pour aller avec. Voilà. Donc, je suis les demandes. Donc, effectivement, si les gens ils ont une idée de cadeau, voilà, je suis la demande quand même. Mais c'est vrai que finalement, mon entourage, ils savent que j'aime créer, donc des fois ils vont avoir des idées, mais des fois c'est hyper précis comme idée en plus. Alors ça avec telle couleur, mais c'est très drôle, je trouve ça très drôle d'aller chercher le modèle qui va correspondre, la couleur, le type de laine ou de tissu. Je trouve que c'est une recherche très sympa, souvent qui se fait à deux en plus avec la personne. Donc, voilà. Tu es la réalisatrice de souhaits. Oui, j'avais pas vu ça comme ça. Mais oui. Et oui, hein, c'est ça. Hein. Et alors pour toi, est-ce que tu apprécies des cadeaux do it yourself ou tu préfères qu'on t'achète quelque chose du commerce? Non, j'aime bien aussi qu'on fabrique parce que comme je sais le temps qu'on met à fabriquer, que le plaisir qu'on a à fabriquer, là pour les vœux laineux, c'est Clara qui m'a fait un petit bonhomme en crochet, un petit bonhomme de pain d'épices en crochet. Pour mon anniversaire l'année dernière, Laetitia aussi, elle m'a fait au crochet parce que par exemple, je ne sais pas crocheter. Donc, je suis très contente de recevoir des ouvrages faits au crochet parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ça t'attire pas le crochet? Alors, j'ai essayé et les granny, je sais faire des granny, mais moi, ce qui m'intéresse, c'était les petits amigurumi et ça, j'arrive pas. Il faut vraiment avoir une tension très serrée, savoir faire des augmentations, faire en rond, alors que les granny, voilà, c'était plat. Donc, moi, après, j'ai pris quelques cours de crochet, mais c'était intéressant pour les finitions au tricot, finalement. Je m'en sers de ces cours que j'ai pris au crochet. D'accord. Est-ce que tu relis le tricot à un autre art du fil ou pour toi, il a vraiment une part... il est vraiment à part entière? Ah non, parce que j'adore associer une robe que j'ai cousue avec un tricot. Là, j'ai fait des petits tops d'été, donc j'ai acheté des patrons de pantalons. Et le but, ça va être de cet été, coudre les pantalons pour associer avec le petit top. C'est plutôt du stylisme alors qui te plaît. C'est plutôt le côté stylisme. C'est ça. C'est l'utilitaire du vêtement, c'est-à-dire choisir telle fibre parce que cette fibre-là va me tenir chaud l'été, chaud l'hiver et celle-ci plutôt frais l'été. Donc, il y a ce côté, alors je ne sais pas si c'est mon côté scientifique de calculer les longueurs de laine, les poids, les compositions, j'adore ça. Et quels paramètres elles vont me servir. Et puis, il y a le côté, j'ai pris cette couleur, cette forme-là pour aller avec cette couleur de tissu et ces formes-là. Oui, c'est vrai que c'est plus le côté styliste après. C'est bien, c'est intéressant. Alors, est-ce qu'il y a une laine qui te fait rêver à tricoter? Il y a une laine vraiment que tu n'as pas eu l'occasion, la possibilité de tricoter et qui te fait rêver? Qui me fait rêver. Là, t'as tout. Oh non.
Oh non, j'ai pas tout fait. Bah là, j'essaye de sortir du Mérino. Donc, j'ai acheté du 100% tencel, du BFL. J'ai jamais tricoté de BFL. D'ailleurs, il y en a un, c'est BFL, et il y a un autre, c'est BFL Macham. Donc, il n'y a pas vraiment une fibre qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver, c'est qu'il y a encore plein de fibres à tester. C'est plutôt ça. Et d'ailleurs, j'ai même acheté du 100% soie, mais pas bourrette de soie, hein, soie. Et alors là, j'ai hâte, parce que rien que les chevaux, il a l'air tout doux, tout fluide, tout... Enfin, voilà. Alors, comment ton entourage perçoit ta passion pour le tricot et aussi pour les loisirs créatifs, mais surtout le tricot, parce que le tricot, c'est plus ce qui est un peu à consonance, un peu mémérisant, hein. On est quand même assez raillé par rapport à... Il y a pas mal de gens qui se moquent. Et toi, au niveau de ton entourage proche et moins proche, comment... Alors, entourage proche, vu comme ma famille fait du tricot et tout, il n'y a pas de connotation. C'est-à-dire, en gros, effectivement, si les grand-mères tricotent, c'est qu'elles ont commencé jeunes, hein. Donc, c'est qu'à un moment donné, elles ont commencé. C'est très bien perçu par ma famille, mes amis. Alors, au travail, il y avait un collègue qui disait « Ah, bah, je sais pas trop ». Et au final, quand il voit ce que je crée et qu'il a ses petites... ses moufles, ses mitaines pour certains, en fait, ça n'a pas été raillé. Et alors, ce que j'avais peur, comme je suis prof, c'est que je me suis dit, à un moment donné, il y a des élèves qui vont découvrir que je fais du tricot. Mais j'ai fait les ateliers du midi. Et alors, le souci, ça n'a pas été une question d'âge, ça a été une question de filles ou garçons. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de venir parce que c'était un truc de filles. Ça me dérange un peu plus. Et il y a des élèves qui ont découvert la chaîne. Et j'ai des élèves qui m'ont dit, bah, moi, je fais pas de tricot, mais je fais de la couture. Donc, en fait, je trouve que les loisirs créatifs depuis le confinement, j'ai l'impression que depuis le confinement, les gens ont retrouvé le goût des loisirs créatifs, et tant mieux. Et il y a un avant-après. C'est-à-dire que maintenant, je trouve que c'est plus du tout raillé. Quand je tricote dans le tramway, je suis plutôt accostée, genre ah, moi aussi je fais du tricot, ou ma tante ou ma grand-mère ou je ne sais quoi, mais c'est plutôt bien vu. C'est plutôt bien vu. Ça crée du lien en fait, hein. Les gens viennent vers nous pour mais nous oui. parler, hein. Ouais. Mais oui, ils nous connaissent pas, ils viennent vers nous, ils font ah, qu'est-ce que vous faites et tout, c'est trop joli. Est-ce que le tricot te ramène à un souvenir d'enfance très précis? Une scène, un jour, un moment vraiment précis Alors, il y a plusieurs moments précis. Ça me rappelle ma grand-mère que j'ai pu, où on avait tricoté nos vêtements de Barbie ensemble. Ça me rappelle ma tante qui m'avait remise à rapprendre à l'adolescence ce que j'avais appris quand j'étais petite. Et puis, après, c'est un lien continu avec ma mère. On est toujours en train de discuter. Tu tricotes quoi? Je fais ça, etc. Et puis là, comme elle me suit là un petit peu sur toutes mes aventures sur Instagram, elle dit « Oh là là, ça, c'est quelle couleur? C'est quoi ?» Alors, elle a complètement craqué sur les coloris de Au fil de Russe. Quand elle a vu le podcast avec le mur, elle a fait « Oh, c'est quoi ces couleurs ?» Mais voilà, il y a des souvenirs, voilà, avec ma grand-mère, et je pense que... Et puis là, j'ai récupéré un tricot. Ça fait 1 an que je l'ai récupéré et j'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai récupéré au décès de ma grand-tante. Et c'est un tricot qu'elle a commencé et que j'aimerais vraiment finir pour l'offrir à ma cousine. Mais pour l'instant, il y a trop d'émotions dedans. Et donc là, pour moi, le tricot, c'est des bons souvenirs avec les gens. Mais c'est vrai que je me rends compte, avec ce tricot, je me rends compte en fait que je mets quand même beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'aime offrir aux autres, parce que c'est un lien, comme si je crée un lien avec les gens avec mon tricot. Alors, on a compris que tu étais plutôt multi en cours. Oh oui. Comme beaucoup d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que tu tricotes actuellement? Qu'est-ce que tu as de beau sur tes aiguilles? Alors, j'ai fini le test pour Audrey. Alors, attention, pour Yarn Flex. Attention la couleur. Il faut que je bloque, que je rentre les fils. Bien jaune.
Donc, c'est le Lemon Kern, la coloris Lemon Kern de Square & Yarn. J'ai entamé la deuxième chaussette en laine de Ophildorus. J'ai un projet secret puisque je fais un patron. Alors, tu vois, je suis quand même créative, mais pas trop. J'ai quand même je fais un patron pour une box d'été alors, elle s'appelle plus la Madeleine, c'est un fil de laine maintenant. Donc là, je peux pas vous le montrer parce que c'est secret. Et j'ai commencé. J'ai un test pour. Donc c'est un test que tu fais pour cette box ou c'est. J'ai pas bien compris. C'est moi qui fais le patron. D'accord. Et c'est moi qui suis en train de créer le patron qui est testé. Donc là, mon prototype, il est moitié fait. Et elle sort début juillet, la box. D'accord. Donc dans le but d'une professionnalisation, c'est bien la question que je t'avais posée. Non, parce que là, c'était. Parce que Cindy, qui est derrière la marque, c'est une copine. Et voilà, c'est plus une envie. Là, le patron, il sera gratuit. Voilà, il n'y a pas d'envie de profiter. C'est plus, j'avais une idée quand elle m'a parlé du fil. Je dis, oh, j'ai cette idée-là. Elle m'a dit, vas-y, essaye. C'est pas plaisir. Vas-y, essaye. Et non, c'est parce que mine de rien, là, il faut tester le patron, il faut faire des échantillons, il faut peser. Je me rendais pas compte que derrière la création d'un patron, il y avait autant de travail. Vraiment, vraiment. Donc, c'est chapeau à celles qui font en plus de leur travail des patrons parce que voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de boulot. Et puis voilà, moi j'avais une idée, mais j'ai une idée quoi. Je suis pas très créative, je pense. Alors que moi c'est j'adore. Voilà, moi je suis plutôt l'admiratrice de toutes ces créations. Donc c'est pour ça que je pars dans plein de trucs parce que j'ai eu l'appel au test pour Yarn Flex, j'ai fait c'est magnifique. J'ai eu l'appel à test pour Lucienne Tricotte que je fais en bourrette de soie, que j'ai vu la photo, j'ai pas le temps, mais je m'en fiche, je vais le faire quand même. C'est trop beau. Et donc là, comme j'ai fini un truc, c'est mon petit plaisir. Je recommence autre chose. C'est pas comme si j'avais 10 autres choses en cours, hein, mais voilà. Et j'ai commencé le top Node de Lucienne Tricotte. Donc là, c'est plus calme comme couleur, dans les terracotta. Mais c'est une couleur, je trouve que pour cet été, ça ira bien aussi. Ouais, c'est joli. Et puis, du mérino tencel, de la bourrette de soie. J'ai fini un top en coton. Là, je reprends du coton cicelle. C'est du lyocell fait à base d'algues. Oula, ah oui. Et voilà, parce que la différence, le tencel, c'est fait à base d'eucalyptus. Le lyocell à base de fibres de bois, il me semble. Et le cicelle à base d'algues. Donc, bravo. Mais là, j'adore. Mais voilà, j'aime bien. Voilà, comment c'est fabriqué, qu'est-ce que ça va donner sur le tissu. Et puis, on voit aussi que selon le pourcentage qu'on a de fibres, on va encore avoir un résultat différent. Alors, quel est ton tricot fétiche, favori, ton doudou, celui que tu attrapes quand tu sais pas quoi mettre, quoi porter, hop, ça peut être un châle, ça peut être des chaussettes, ça peut être un pull. Est-ce qu'il y a vraiment, tu vois, l'ouvrage que tu vas user jusqu'à la corde et puis où tu vas dire à celui-là, vraiment, je vais le refaire parce que c'est ce que j'attrape dès que j'ai pas d'idée et que. Il y a celui que je porte. Il y a le pull lupin de Yoharma qui est en alpaga, lin et soie. Et que la deuxième version, il manque les manches. Là, je vais faire. Et j'ai déjà racheté la laine pour faire une troisième version. Je ne sais pas pourquoi. Ce petit pull-là, je le prends. Après, comme il est cru, en plus, il va avec tout. Là, le suivant, là, je le fais en vert pareil parce que ça va avec beaucoup de choses de ma garde-robe. Les Love Notes, j'adore les tricoter et au final comme il faut les porter, comme ils sont cropped, il faut les porter avec certains styles de vêtements alors que celui-là finalement je le porte avec un peu tout, là je le porte avec une jupe, des fois avec un pantalon
Et alors, je me suis rendu compte que maintenant, j'ai un châle doudou depuis novembre parce que j'ai fait le calmystère de Steven West. Et ce châle-là, il m'a fait tout l'hiver. C'était mon doudou. Quand je suis allée aux écrits et aux examens, je l'avais. C'était mon doudou. Tu l'as pas là sous la main pour nous le montrer pour voir Si, je vais le chercher. Allez, vas-y, montre-nous. C'est ça, hein, le partage aussi. Hein. C'est de se montrer les choses. Ah là là. Et figure-toi que je l'ai oublié pour mes oraux et il m'a manqué. Voilà. Ah. Alors, il est immense. Est-ce qu'il va rentrer dans la caméra? Ouais. Vas-y, remonte un petit peu pour qu'on voit le bas. Ah oui, c'est un beau travail. Hein. Oh, j'adore. Et puis alors là, ça revient à ce que je disais au début. C'est j'ai appris une technique de montage de mailles. J'ai appris à tresser du tricot. J'ai appris une technique de rang raccourci. J'ai appris à décorer des torsades avec un I-cord. Wow. Il y a un I-cord dans la torsade, quoi. Ouais. Franchement, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ouais, il y a des motifs que j'avais fait. C'est vraiment un ouvrage où on peut travailler la technique, là, pour le coup. C'est ça. Et apparemment, c'est la première année que je le faisais. Et apparemment, s'il y a un tel engouement, c'est parce que chaque année, il y a des nouvelles techniques, il y a des nouveaux mélanges de couleurs. Alors là, c'était sobre. Il n'y avait que 3 couleurs. Mais d'habitude, c'est plutôt 5 couleurs à agencer. Et moi, je trouve ça très difficile. 3 couleurs, j'y arrive. Mais au-delà de 3 couleurs, je trouve que c'est très difficile. Ou alors, il faut rester dans les camailleux. Bon, là, j'avoue que je suis restée dans les camailleux. Hein, vert clair, vert foncé et puis un beige à speckle vert. Je me suis pas... Tu as pris la laine de chez lui ou tu as pris une laine ailleurs pour faire ça? Alors, il y a 3 teinturières derrière ces 3 couleurs, puisque le vert clair, c'était laine amourée. Donc, le vert clair qui est là, c'est laine amourée. Tu n'as pas pris les laines de Stephen West pour faire ça? Non. D'accord. Non. En fait, Julien m'a dit, t'as ce qu'il faut dans ton stock. Et je dis, t'es sûre? Il me dit, oui, parce que je commençais à lui montrer. J'avais craqué sur... c'était Célène qui faisait des combos qui me plaisaient beaucoup, en tout cas, dont les couleurs me parlaient. Parce que les combos de Steven West, c'était très, très tranché, très flashy. Donc, j'ai dit non, parce que un châle, pour moi, un châle, c'est un truc qu'on met encore plus qu'un pull. C'est vraiment, comme tu dis, c'est le truc qu'on va attraper parce qu'il faut sortir ou, ah mince, on est un pique-nique, j'ai un peu froid, je vais le mettre sur les épaules. Voilà, je suis au travail, j'ai un petit coup de froid aussi, hop, je le prends, je sors, je le mets sous le grand manteau. Et donc, je voulais des couleurs qui aillent avec ma garde-robe et des couleurs un peu sobres. Voilà, donc pour moi, les verts, c'est sobre. Oui, parce que ça peut être aussi un ouvrage qui va mettre aussi un peps sur une tenue qui va être oui, c'est ça. Un peu classique ou un peu, tu vois, et avec un châle un peu olé, et ça peut donner un peu comme un sautoir hein, qu'on placerait sur une tenue toute simple, et puis tu mets le sautoir et hop, ça te... Voilà, un petit bijou, voilà, c'est... Ouais, et puis, la forme, j'ai eu de la chance parce que je suis pas très châle triangulaire. Et là, il a vraiment une forme particulière, quoi, cette forme d'avoir cette bande rectangulaire. Oh, je perds ma voix. Cette bande rectangulaire et après en U. Je pense que c'est on aime ou on déteste. Hein, mais moi, j'adore. Je trouve que justement, il se positionne hyper bien sur les épaules. On peut le mettre de différentes façons. Comme il y a la bande rectangulaire, elle va bien couvrir le dos, le bas du dos. Il est beau et utilitaire. Ce que tu dis là, je trouve. Parce que combien de fois on tricote des châles et on ne sait jamais comment les mettre. Je suis d'accord. Et là, je me dis que comme ça arrondit, ça prend bien. La forme rectangulaire, elle couvre mon dos. Là, j'ai des pans pour tourner. Je peux aussi le mettre
en châle classique comme ça, etc. Voilà, en chèche avec un nœud ou plusieurs tours et il va être bien chaud. Et donc voilà, je sais pas si je referai l'année prochaine ou alors j'attendrai de voir à quoi il ressemble. Mais là, pour une fois, moi qui n'aime pas trop les surprises, je suis partie dans la surprise. Hein. Donc là, c'est quel modèle? Parce que s'il y a des personnes qui ont envie de le côté. C'est le Twist and Turn. Donc c'est le MCAL 2022. Intéressant. Alors, Lucie, quelles sont tes valeurs éthiques concernant tes choix de laine? Est-ce que tu es un peu touchée par ça, la provenance des laines? Est-ce que tu vas tricoter de l'acrylique? Est-ce que tu vas tricoter de tout ou non? Ou pour toi, c'est pure laine? Le respect aussi de la récolte de la laine, le respect des animaux, d'où ça vient, etc. Est-ce que toi, ça te touche ou pour l'instant, tu ne regardes pas du tout les étiquettes quand tu fais tes achats? Alors, les deux. C'est-à-dire que ça me touche parce que, en plus, étant issue du monde de l'agroalimentaire et l'agriculture, on voit des choses au niveau des animaux et on se dit que le bien-être animal, c'est quand même quelque chose. Le respect de l'environnement aussi. Donc là, je suis assez contente de voir qu'il y a plusieurs marques qui s'y mettent, qui proposent des cotons Ecotex, même si le coton, c'est quand même une culture qui demande beaucoup d'eau. Qu'on a quasiment toutes les laines maintenant qui sont sans muesling, c'est-à-dire sans que les moutons soient agressés. Il y a aussi tout ce qui est label GOTS par la marque BC Garn, qui veut dire que les personnes qui travaillent dans le milieu de la laine sont payées à hauteur de leur travail. Ça, c'est bien aussi que les gens qui y travaillent soient payés correctement. Et après, la provenance, je suis désolée, mais quand on achète de la soie, on sait que ça vient d'Asie, de Chine. Voilà, c'est produit là-bas. Donc, on ne va pas non plus... je ne suis pas du genre à boycotter certaines marques. Je teste un peu tout. Voilà, je vais chez les teinturières comme là c'est Katia, c'est la laine Katia. J'ai du fil d'art, les mitaines. Alors ça, d'ailleurs, à ce propos, je te coupe parce qu'il y a une question qui me vient que j'ai d'ailleurs pas l'habitude de poser, donc tu vas les traîner. Oh, oulala. Concernant les laines de teinturière, est-ce que toi, tu en tricotes pas mal, je crois? Oui. Tu fais aussi en quantité pull? Oui. Voilà. Mais bon, alors, pour ma taille, c'est 3 écheveaux. Est-ce que tu as un retour à nous faire? Parce que dernièrement, j'ai des retours de personnes qui n'étaient pas forcément pro laine de teinturière, qui ont voulu faire un essai. Et le retour, c'est « Oh là là, mais alors, c'est fou, ça vieillit très très mal, ça bouloche, ça devient comme une serpillière et c'est très très mou. » Alors, ça dépend des marques. Par exemple, je n'achèterai plus la marque La Bien-Aimée parce que j'ai eu des bouloches, du tout mou, voilà. Je crois que là, moi, j'ai eu des retours là-dessus. C'était aussi concernant les coloris qui ont complètement viré. Ah, mon jaune a viré. Pareil, son violet de La Bien-Aimée, il a viré bleu. Alors il y en a plein qui se justifient en disant oui, c'est des laines de teinturière, donc il faut faire attention et tout. Certes, mais quand moi je mets, donc comme je dis 3 écheveaux, donc chez les teinturières que je connais, c'est entre 20 et 24 € l'écheveau. Ça fait un budget quand même déjà pour le pull. J'ai envie qu'il me tienne longtemps. Surtout que La Bien-Aimée, c'est pas 24 € l'écheveau. Hein, on est d'accord. Donc, on est d'accord. Hein, on est plus proche de 38. Voilà. Si on écoute mes podcasts, je cible certaines personnes parce que c'est des laines de teinturière dont je connais personnellement la personne. Et en plus, voilà, je sais par exemple Squirrel Yarn, son mérino tencel, je l'ai porté tout l'été, impeccable. Là j'ai Madeleine et Philibert,
j'ai pas de problème de dégorgement. Et pourtant, Catherine, qui est derrière la marque, elle est très inquiète dès qu'on lui achète du rouge ou du bleu foncé. Elle dit attention, faites des tests pour voir si avec votre lessive, ça va pas déteindre. Donc voilà, c'est des gens qui demandent aussi d'attendre, qui préviennent. Et donc rien que ça, de dire c'est quelqu'un qui fait attention en te prévenant, etc., c'est que il y a un goût aussi de détails lors de la fabrication de leur laine et de leur teinture, etc. Voilà, après, au niveau du mou, alors ça, j'ai envie de dire, ben, ça va dépendre de comment on va tricoter. Moi, je sais que je tricote lâche, donc je descends d'aiguille pour que le tissu soit un peu dense. Mais bon, là, c'est de l'alpaga, ça va être mou. Et c'est alpaga, lin et soie, qu'est-ce que ça bouloche? Et ça, c'est pas... Peu importe la marque, en fait. Je sais que ça va boulocher. Et ça va, on le rase et puis voilà. Mérino Tencel, j'ai pas eu à y toucher. Au bout d'un an, il n'a pas bouloché. Donc après, les fibres végétales, c'est rare que ça bouloche. Donc ça aide. Qu'est-ce que j'ai pu tester? Les laines à chaussettes, il y a certaines. Les laines à chaussettes, par exemple, pour les chaussettes, moi, le retour que j'ai, c'est que ça s'use en 2-2. Alors moi, du coup, il y a certaines marques que j'achète. Je continue d'acheter chez Ophildorus ça, laine et polyamide. Ouais. Parce que j'en ai fait pour mon père, j'en ai fait pour moi. On les met en machine et ça ressort nickel. En revanche, il y a certaines marques où c'est mérino nylon. Alors tout le monde me dit oui, c'est très doux, etc. Oui. Ouais, mais au bout de 2 lavages, j'ai pratiquement plus de couleur. C'est toi, Fadi. Ou c'est très usé. Alors après, moi, l'usure, j'en ai tellement de paires de chaussettes que j'alterne, je tourne. Elles n'ont pas le temps de s'user. Elles n'ont pas le temps. Puis il y en a d'autres qui arrivent, donc elles n'ont vraiment pas le temps. Mais voilà, je les porte quand même dans des chaussures, je les porte au travail, etc. Et il y a certaines laines à chaussettes, je sais que... Et pas que des teinturières, hein, la laine, une laine de Katia, justement... je ne sais pas si je l'ai là. C'est grosse pelote à rayures. J'achèterai plus parce que c'est pas agréable à porter. En revanche, la Lamy, la Running de Lamy Yarn, qui est une laine pas chère, elle est top pour faire les chaussettes. Vraiment top. Il y a une de chez Hobby aussi. Ah, j'ai jamais testé. Je sais pas testé, mais on m'a fait un retour en me disant qu'elle était top ici. Je sais pas laquelle est exactement, mais qui est vraiment pas chère et très bon rapport qualité-prix. Donc, et là, j'ai acheté plusieurs marques, pour tester, parce que je me rends compte qu'au final, en laine à chaussettes industrielle, c'est pas cher et c'est pas mal. Ouais. Bon, après, il y a toujours des petits craquages chez les teinturiers et teinturières. Certes, parce que c'est des projets que j'aime bien, mais par exemple pour faire des gilets, je vais acheter du mérino nylon parce que je sais que les gilets, c'est quelque chose qu'on ouvre, qu'on met, qu'on enlève, ça subit beaucoup plus d'étirement qu'un pull. Donc je prends plutôt mérino nylon parce que je sais que ça va être sur la durée. Aussi, selon la taille que l'on fait, je pense que dès qu'on a une taille quand même un petit peu grande, avec du nylon, c'est beaucoup mieux parce qu'il y aura une meilleure tenue, forcément, hein, surtout si c'est un genre de cardigan, quelque chose un peu long. Oui, faut prévenir que si les gens font un pull en single, la single, ça se détend aussi. C'est très bien pour les châles, la single, mais pour les vêtements, il faut un échantillon plus serré pour être sûr que ça tienne un petit peu. Mais voilà, faut dire aux gens que c'est pas une question d'argent. On peut trouver des très bonnes laines dans des marques industrielles à des prix raisonnables. Et même si moi je craque pour des laines de teinturière, j'ai craqué pour la Katia. Mon top qui a fait sensation dans le dernier podcast en violet là, c'est le coton cheval blanc. Voilà. Et pas cher et nickel en machine à laver. Parce que pour les tops d'été, c'est quand même important. Ça, c'est bien, pratique, c'est vrai. On ne peut pas passer notre temps non plus à faire du lavage à la main, quoi. D'accord, je suis d'accord. Alors, quelle est ta consommation, quel est ton point de vue sur la consommation d'achat de laine et de patron? Est-ce que tu es no limite? Est-ce que d'en avoir une tonne alors que on n'a qu'une vie, hein, et qu'on ne pourra pas tout tricoter ni tout
ni en laine et ni en patron. Est-ce que toi, ça te touche ou tu te dis, bah, moi, je me fais plaisir, hein, puis c'est tout. Hein. Alors, depuis toute petite, je suis collectionneuse, donc je me fais plaisir et j'accumule. Je collectionne toujours les pièces de monnaie. Hein, j'ai pas pris la collection la moins chère, mais j'adore accumuler. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a des gens qui font « Oh là là, moi ça me stresse tout, j'ai pas le temps. » Et alors moi, je sais que là, chaque été, quand je vais retrouver en vacances, je vide tout, je range tout, je repapouille, voilà. Quand j'ai des propositions de tests de patron, qu'est-ce que je vais choisir? Hop, je vais refarfouiller dans mon... Comme si j'avais un mini magasin chez moi, j'adore. C'est ça. Et, alors, c'est pas forcément raisonnable. Qu'est-ce qui va m'arrêter? Bah, c'est les budgets, quoi. C'est la banque. Hein. Je peux pas dépenser à l'infini. Et puis, de plus en plus, quand même, j'essaie d'acheter par rapport à des projets. Donc, par exemple, quand j'achète des fibres d'été, maintenant, je sais qu'en 1 écheveau et demi, voire 2, je peux faire un projet en fibres d'été. Et puis, pour tout ce qui est pull, gilet, bah, c'est 2,5, 3 écheveaux. J'ai très peu de projets en mérino plus mohair parce que c'est un sacré budget. Ah oui, bah là, c'est doublé. Là, j'ai eu un craquage chez Madeleine et Philibert, mais parce que je lui avais fait un sample, donc je savais que ça allait me revenir moins cher. Voilà, j'allais avoir une réduction parce que j'avais fait le sample. Mais vraiment, voilà, sinon, il faut se dire que j'achète autant d'écheveaux de la fingering que de la lace. Et alors là, oui. Sacré budget. Donc non, j'accumule. Tu sais, moi, je me demande si, tu vois, en parlant avec toi, là, je me demande quand même si le fait que toutes les petites merceries soient quand même en voie de disparition, je me demande si on n'est pas en train de refaire des mini-merceries individuelles, chacune, tu sais, dans nos maisons. Et puis alors, on thésaurise et puis on a tout notre petit matériel, tout notre petit stock. Ça fait des mini-merceries. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, on se dit que les petites merceries disparaissent et de plus en plus, je vois des articles de gens qui rouvrent des merceries. Donc là, j'ai plutôt l'impression que ça rouvre, même s'il y a des commerces qui disent que depuis le déconfinement, il y a moins de gens qui viennent dans leur mercerie. Mais voilà, on va à voir. Et alors, toi, tu organises des tricotés dans ta région un petit peu? Est-ce qu'il y en a pas mal d'organisés? Tu y vas? Alors, on a ouvert avec Florence un Instagram qui s'appelle tricoter.a.bordeaux où on essaie d'organiser de temps en temps des tricotés, soit en centre-ville, soit en extérieur de Bordeaux. Des fois, il y a le style knitting, c'est ça? Florence? Non, Florence, la Miss Tricote. D'accord. Donc, il y a plusieurs Florence et plusieurs Sandrine. Et puis, il y a aussi la boutique Timeco qui, de temps en temps, nous accompagne. Donc, on essaie de le mettre sur l'Instagram. Là, du coup, on en a fait un hier soir. Et on essaye de changer on va essayer de changer de lieu pour voir. Et puis, des fois, on est 8 et puis des fois, on est 15. Vous allez poser comme question combien vous êtes en général, donc entre 8 et 15, tu dis? Oui, c'est ça. Et puis, on commence à être un bon petit groupe. Il y a des nouveaux qui arrivent. Il y a des gens qui, finalement, se retrouvent pas dans notre groupe et qui partent. De temps en temps... Tu penses que ça vient de quoi? Tu as réussi à mettre un point dessus ou pas? Alors, il y a une dame qui nous l'a dit parce que c'était un tricoté que Madeleine et Philibert avaient organisé à Biscarrosse. Et en fait, elle pensait qu'elle allait transmettre le tricot à des jeunes. Et elle s'est retrouvée avec des personnes, effectivement, de jeunes, on a tout âge dans le groupe, mais on est plutôt des tricoteuses où on tricote en discutant. Donc, on n'a pas besoin qu'on nous apprenne. C'est plutôt, j'attrape mon tricot et je viens tricoter, manger, discuter. T'as acheté quoi? Quel patron? Alors ça aussi, c'est le malheur, parce qu'on se croise, on fait « Oh là là, ça c'est joli, t'as acheté où? J'aimerais bien le même. » Ouais. Mais sur la région, donc soit il y a Biscarrosse, c'est organisé par Madeleine et Philibert,
soit plutôt dans Bordeaux et ses environs. Et puis on a notre compte Instagram. Voilà, on organise de temps en temps. On essaie que ça fasse une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Oui, c'est quand même pas mal, hein, au niveau de la fréquence. C'est bien, hein. C'est ça. Alors, quel est le déclic que tu as pour faire un castonnage, Lucie? Je veux vraiment le moment. Qu'est-ce qui te fait craquer? C'est soit parce que tu en as ras-le-bol de là où tu es, là, un truc qui te prend la tête, que tu défais, redéfais, quelque chose que tu as vu passer sur Instagram et là tu craques, tu dis ah ouais, bon là je veux le faire. Est-ce que c'est plutôt sur le YouTube? Est-ce que c'est plutôt lors d'un tricoté, justement? Qu'est-ce qui va te faire craquer là? Alors moi, je suis du genre très craquage et très coup de cœur. Et souvent, c'est quand c'est les autres qui me le montrent. Donc là, par exemple, les 2 derniers craquages, c'était les 2 tests. C'est-à-dire, j'ai reçu l'email avec la photo et j'ai dit waouh, je le veux. Alors des fois, il faut que je me raisonne, c'est-à-dire que est-ce que ça ira à ma morphologie? On me dit ça sert à rien de craquer pour quelque chose. Et quand je vais en boutique, là j'ai eu un craquage sur la Brisa de Katia. On voit ça brille. Ouais. C'est coton et viscose. Et là j'ai craqué, c'est sur la texture et la couleur. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à acheter en ligne, sauf si c'est des laines que je connais, que j'ai déjà eues et que voilà, je veux un autre coloris. Mais moi, les craquages, si c'est un craquage patron, c'est parce que je l'ai vu sur une personne. Alors c'est marrant parce qu'il y a des gens qui me disent ah ouais, mais en fait, ils attendent qu'il y ait plusieurs versions de plusieurs couleurs pour voir par rapport à une couleur qu'ils aiment bien. Alors que moi, peu importe la couleur, c'est vraiment la forme du vêtement qui va me faire craquer. Et si c'est des laines, il faut que j'ai touché, vu, faut les voir en vrai. Je peux pas craquer sur internet. J'arrive pas. Faut que je le vois en vrai. Donc je vais en mercerie, je vais dans les salons et ça fait craquer. Et tu vas aller à Lyon cette année, au Knit-It? Alors non, c'est un peu loin, Lyon. En revanche, au mois de juin, il y a Jansac. Et Jansac, c'est pas loin de chez toi, ça. C'est dans la Jansac, oui, c'est 45 minutes de chez moi. Donc ça sera le dimanche. Et le fin août, il y a Oulen Music. Donc j'attends de savoir par rapport à mon travail. Et alors, c'est Coutins. Coutan. Ouais, Coutan, je sais pas comment ça se prononce. C'est dans la Manche, ça, non? C'est pas vers dans la Normandie? Ah non, pas du tout. C'est au sud de Toulouse. Ah, ok. D'accord. Oui. Donc c'est COUTENS. Et donc Oulen Music organisé par la boutiqueuse. Et c'est fin août. Donc j'attends juste de savoir mes dates pour le boulot. Est-ce que je pourrais y aller? Et puis souvent Julien vient avec moi parce que alors il tricote pas, il coud pas, mais il adore m'accompagner, voir les gens, on regarde les laines, les couleurs. Là où la musique c'est sympa, il y a des concerts, donc il est content. Il fait quoi comme boulot, Julien? Lui, il est dans l'informatique. Donc c'est pour ça qu'il m'aide beaucoup pour dès que j'ai une envie de logiciel et tout. Après il râle parce que du coup j'ai fait des tests, il m'a dit t'aurais dû tester avant, on n'aurait pas eu de problème de son. il est beaucoup plus pointilleux que moi. Moi je pars dans tous les sens et lui il venait attends, on va te recentrer. Oui. Ressens-toi ma petite. C'est ça. Alors oui, donc ça te fait quand même, mais voilà, tu vas rester plutôt dans ta région, tu vas pas encore aller trop loin. Non, là je vais pas avoir l'opportunité, soit parce que le travail, je vais reprendre la formation pour mon concours, j'ai un suivi médical pour mon endométriose en ce moment, donc il faut pas être trop loin de la clinique, donc voilà, je reste, mais j'essaye quand même de sortir, de voir des gens, les salons, j'adore, même si j'achète rien, ça c'est difficile, hein. Mais on croise les gens, on passe un temps fou à discuter, échanger, j'adore ça. Je suis pipelette, donc bon. Alors, quel budget tu t'autorises à peu près mensuellement, Lucie? J'avoue ne pas calculer.
j'avoue ne pas calculer, mais je dirais, par exemple, je me donne un budget pour les salons. Les salons, je dis, je mets de côté et je dépense entre 100 et 150 € de laine en salon. Parce que je sais que ça va être des laines de teinturière, que ça va être un certain budget. Et donc, je pars avec une liste de patrons, de quantité de laine. Et j'aime bien quand il y a des teinturiers qui proposent des demi-écheveaux parce que ça rentre dans le métrage et voilà, ça fait quand même économiser 10-15 € des fois sur un modèle. C'est pas négligeable. Après, il y a des mois où je vais rien acheter. Et puis, il y a des mois où je vais acheter un peu plus. Mais je pense que je serai plus en moyenne à 50 € maximum par mois. Voilà. D'accord. Tout compris avec les livres aussi. Tu achètes un peu bibliothèque, un peu des livres? Oui, j'ai acheté Mouche et ses amis. Ah oui, ouais, de Cynthia Valette. Ouais, il est tout à-haut. J'ai acheté Mouche et ses amis. Et j'avoue que je me suis retrouvée dans un de tes podcasts qui a dit que quand tu achetais des patrons ou des livres de patrons, des fois c'était une lecture. Et là, Mouche et ses amis, ça commence par les petites histoires des personnages, ça fait vraiment le livre. Et puis, comme j'aime bien la technique, j'aime bien relire le patron, comment il fait, dans quel sens elle va aller, où il va aller, comment il nous emmène, comment ça va être construit. Et puis, revoir un petit peu, tiens, ce patron-là, est-ce que je vais bientôt aller dans tel salon, quel type de fibre je vais choisir pour lui. Et oui, quand tu as dit que c'était une petite lecture, des fois, je me suis retrouvée là-dedans. Donc, des livres, j'aime bien. Et de plus en plus, voilà, s'il y a un livre qui me plaît, je m'octroie le droit de l'acheter, même si je ne vais pas faire le modèle tout de suite, immédiatement. Voilà. Et ça, tu vois, moi, je l'ai eu vraiment c'est vraiment Christelle de Cristal LK qui m'a beaucoup aidée à déculpabiliser sur l'achat de livres, parce que c'est vrai qu'elle disait aussi ça. Elle disait que ça peut être uniquement pour apprendre la technique aussi. C'est pas parce que tu vas pas tricoter ce qu'il y a dans le truc que tu vas pas, tu vois. Et ça m'avait percuté dans mon esprit, parce que je m'étais dit effectivement, c'est pas parce qu'on achète des livres qu'on va faire tout ce qu'il y a dedans, mais pour autant, on va pouvoir s'instruire et connaître de nouvelles techniques qu'on pourra inclure dans des nouveaux projets. Exactement. Là, par exemple, je suis pas très forte au Magic Loop. Et sur Mouche et ses amis, comme c'est des petites circonférences avec beaucoup de Magic Loop de triple aiguille ou 4 aiguilles, voilà, je commence à regarder un peu comment elle fait, etc. Et voilà, même si je sais que déjà il y a 2 personnages, j'ai envie de les faire, mais rien que les petites techniques qui sont proposées, c'est déjà pas mal. Alors d'ailleurs aussi par rapport à ce livre de Cynthia Valette, là, de Mouche et ses amis, qui est beaucoup en rupture de stock partout. Moi, tu sais que j'avais fait un petit post, parce qu'il est dit quand même qu'on peut l'avoir en PDF. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont intéressées par le PDF, ce qui était mon cas, parce que je trouve que c'est pas mal d'avoir ça. Tu vois, c'est tout à fait le genre de choses que j'aime bien avoir si je suis en train d'attendre ou quelque part. C'est ce que je vais lire. Et puis moi, tu sais, je fais beaucoup, j'imprime plus les patrons. J'aime bien faire sur la tablette avec le stylet, tout ça. Donc, et j'ai eu du mal à trouver en format PDF, alors que c'était bien dit qu'il est possible de... il n'est pas sur Ravelry ou sur son site? Alors, on le trouve uniquement chez l'éditeur. Ah, d'accord. Je le reprécise. Oui. Je le reprécise. Et malgré tout, j'avais calculé que ça faisait... donc, il est un petit peu moins cher déjà à l'achat. Et aussi, on n'a pas les frais de port. Donc, ça fait quand même une économie d'environ 9 €. Ce qui n'est pas négligeable. Et aussi, il n'y a pas de rupture de stock. Sur le prix d'un livre, c'est pas négligeable. Moi, en plus, je l'avais fait en précommande en français. Ouais. Parce qu'il existe en français et en anglais. Absolument. Et c'est vrai que je savais pas qu'il était en PDF, donc voilà, je l'apprends. Mais j'imprime de moins en moins si je suis beaucoup avec tablette, téléphone, sauf quand c'est des tests. Parce que les tests, j'adore gribouiller. Ah non, ça c'est pas bon. Attends, elle a changé ça. Hop, je gribouille. Parce que sinon, il faut retélécharger la nouvelle version. Et moi, du coup, je suis perdue sur qu'est-ce qui a été réellement modifié entre la première et la deuxième. Donc, je regarde et je regribouille. Ouais. Je pense que pour les tests, c'est mieux d'imprimer effectivement pour pouvoir garder
les modifications. Alors, au niveau de ton matos, Lucie, est-ce que tu es de la team fixe, interchangeable, plutôt la team Yaya, plutôt Chiago, plutôt Knit Pro? Qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu es minimaliste au niveau de ton matos ou est-ce que tu aimes bien avoir tout ce qu'il te faut? Peut-être aussi avoir accumulé depuis quelques années que tu tricotes, hein, et avoir de quelle team tu fais partie? De la team qui achète au fur et à mesure le matériel parce que c'est pas donné. Et que là, je suis plutôt team interchangeable parce que je trouve que ça permet d'avoir, de changer sur le même câble. J'aime beaucoup. Et j'ai Yaya et Xiaogu. Et je trouve que c'est pas, je les utilise pas pour les mêmes ouvrages. C'est-à-dire que mes Yaya Sharp, je les utilise beaucoup pour les dentelles parce que justement c'est très pointu. Et quand je passe sur des fibres végétales qui se dédoublent, je vais plutôt aller sur les Xiaogu. Et en fixe, j'ai seulement 2 paires, je crois, mais c'est pour faire le Magic Loop. Parce que le Magic Loop sur de l'interchangeable, je trouve que ça force et que les aiguilles ont tendance à se dévisser, alors qu'en fixe, ça force moins. Le Knit Pro, j'ai fini par le donner à une copine parce que les chiffres s'effaçaient dessus, les câbles, j'arrivais pas, j'ai beau les mettre dans de l'eau chaude, comme on me disait, pour les détordre, etc. Voilà, j'y arrivais pas, donc il y a une copine qui a récupéré ça, elle était très contente de récupérer, ce n'est jamais perdu. Et sinon, il y a quelques années, j'ai demandé à Noël le parapluie et le bobinoir. De chez qui? De chez Knit Pro, tu as? Oui, oui, de chez Knit Pro, et c'est très bien, et ça suffit. C'est le top, hein. C'est le top. Voilà, ça marche très très bien. Et donc voilà, c'est aussi l'occasion, les anniversaires, les Noëls, de dire, voilà, il y a un matériel qui est un peu dispendieux, j'aimerais qu'on se cotise pour me l'acheter. Et voilà, je suis plutôt team au fur et à mesure. Autant sur un patron, sur une laine, je peux avoir des craquages. Autant le matériel, je me dis, il faut que je réfléchisse bien, parce que si c'est un bon investissement, je vais l'utiliser et le rentabiliser. Donc, je fais beaucoup plus attention sur le type de matériel que j'achète. Oui, mais bon, est-ce que tu penses que dans une passion, on peut parler de rentabilité? Pour la rentabilité, moi, je trouve qu'il n'est pas bien placé ici, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça, rentabilité? Si, parce que le mot permet de déculpabiliser sur nos achats. Voilà, je t'explique. Je reviens sur ma bourrette de soie. 18 € les chevaux. Je vais faire un petit top cropped, certes. Si on compte l'achat, s'il y a les aiguilles qui vont avec, c'est 10-15 € une paire d'aiguilles. Et 18 plus 15, je suis déjà largement en dessous d'un top en bourrette de soie dans le commerce. Voilà, donc on peut largement l'acheter. Voilà. Exactement. Donc pour moi, le terme rentabilité, c'est est-ce que pour un équivalent dans le commerce, j'aurai le même prix ou j'aurai moins cher et au final, j'achète quasiment plus rien dans le commerce, à part peut-être de temps en temps des chaussures. Et même là, j'ai réfléchi, les dernières paires, j'ai acheté aucune paire depuis 2 ans parce que j'ai enfin trouvé des marques où c'était durable et que ça m'allait et que j'avais pas mal aux pieds, etc. Et voilà, donc le matériel, j'avoue que j'ai réfléchi plutôt comme ça. Est-ce que ça va être quelque chose qui va me tenir sur la durée? Et que donc, après, si je le garde, ça va forcément, le prix va être divisé par le nombre d'ouvrages que je ferai avec. C'est si je dois racheter à chaque fois du matériel parce qu'il casse, moi, ça va m'agacer déjà. Il n'y a rien de pire que tu es dans un ouvrage et que ça casse et que t'as pas et qu'il faut racheter. Non. Sauf que, Lucie, dans ton calcul, tu as quand même oublié un élément quand même de taille. Le temps. Le taux horaire, absolument. Le taux horaire, je le compte pas parce que c'est du temps parce que loisir. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Et en même temps, mon mari me dit qu'on pourrait le compter parce que, quand tu prends 2 heures le soir, c'est 2 heures où t'as pas payé un loisir autre. Donc, finalement, tu t'es acheté du temps de loisir et que ça aussi, ça rentabilise l'achat.
C'est du temps de loisir, du temps de passion. Et après, en plus du temps de loisir, qui m'habille. Oui, mais ça augmente quand même le coût de ton article, de ton ouvrage. Oui, certes, mais finalement, comme c'est un loisir, ça ne compte pas. Bien sûr que si je devais vendre en tant que professionnel, non mais jamais je pourrais vendre le temps que je passe sur un pull. Je passe entre 40 et 60 heures sur un pull, à un taux horaire du SMIC ou même la moitié du SMIC comme font certains créateurs. Jamais je le vendrai. Mais ce temps ne peut pas compter puisqu'on ne le vend pas, on l'utilise pour nous-mêmes ou en cadeau. Donc, Alors, désolée, parce que j'avais une notification. Alors, est-ce que tu considères que ta passion est saine ou est-ce qu'elle est, ou ça y est, tu es passé du côté obscur de la force? Pour moi, pour l'instant, elle reste saine parce que, par exemple, il y a eu une semaine où j'ai pas pu tricoter parce que la vie, ça m'a pas manqué. J'étais contente de le retrouver. Et je pense que ça devient malsain si c'est un manque, si on accumule, on commence. C'est vrai que j'ai beau être accumulatrice, s'il y en a beaucoup trop, ça peut être envahissant. Là, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas de voir les autres, ça ne met pas à mal mon compte en banque. Voilà, je reste raisonnable sur mon loisir. Ni ton couple. Ah bah oui, parce que Julien, ça va, hein, puisqu'il participe à préparer mes podcasts. Donc voilà, il est venu hier au Tricoté. Oui, il est content, il a le resto à manger, à boire avec nous. Il dit qu'il rigole bien avec les tricoteuses du groupe. Donc même s'il tricote pas, voilà, il est là. Et donc au niveau du couple, c'est pas, voilà, c'est ça. Il faut pas que ça soit envahissant. Et puis c'est un partage, des fois, Julien, lui, il est plus dans jeux de société, jeux vidéo. Et voilà, je m'y intéresse aussi, je regarde, voilà, je joue avec lui des fois. C'est chacun partage. Il est sur Twitch, Julien? Non, il n'a pas de chaîne. Je lui dis, mais tu devrais des fois faire une chaîne aussi. Il préfère s'occuper de la mienne que de créer un compte. Mais oui, je lui ai dit, tu sais qu'il y en a plein. Mais je crois que toi, tu as un compte Twitch. Moi, je fais du streaming sur Twitch, mais pas dans le tricot. Oui, dans le tricot. Je suis pas gameuse, hein, moi. Non, je sais. Et donc, je lui dis, ouais, il y a plusieurs tricoteuses, des couturières qui se mettent sur Twitch pour faire des tutos, pour discuter, pour... voilà. Et il était étonné que ça soit utilisé pour autre chose que du stream gaming. Et non, mais c'est marrant. Alors, des fois, l'autre fois, c'était à Clermont-Ferrand, les filles de l'apéro tricot, elles lui ont dit, mais... tu sais ce que c'est de la fingering ou de la déca? Et il a répondu, il a dit, Lucie, elle a quoi comme aiguille aujourd'hui? Il a dit des chiaougou. Trop classe. Il a la classe internationale, ce Julien. Comme il s'intéresse. Il est imprégné. Là, tu dois en parler, hein, parce que pour qu'il retienne, c'est que... Ouais, il a une très bonne mémoire. Comme je t'ai dit, il est très pointilleux, donc il s'intéresse à tout. Donc des fois, il va regarder les autres podcasts. Et justement, quand il me voit regarder des petites interviews, il dit, tu vois, son logiciel, il marche mieux que nous. Donc bon. Alors, est-ce que le tricot t'a aidé à passer des moments difficiles dans ta vie, Lucie? C'est la dernière question que je te pose pour aujourd'hui. Oui, parce que si je me suis lancée dans les podcasts, j'ai découvert après plusieurs années de souffrance en 2018 que je souffrais d'endométriose et que j'allais être opérée, etc. Et je me suis intéressée à la maladie, aux associations, et puis il s'avère que je suivais pour la couture Sewing Jess sur Instagram, qui elle aussi en souffre, et elle en parle ouvertement, etc. Et moi au début j'avais vraiment du mal à en parler. Et elle dit, est-ce que, voilà, j'aimerais pour le mois de mars, c'était en mars 2020, elle dit, j'aimerais que les gens fassent des vidéos face caméra pour parler de la maladie, etc. Je dis, c'est une trop bonne idée. Ouais. Et j'ai pas réussi à faire cette vidéo sans pleurer. Et donc, du coup, je discute avec quelqu'un, on va parler d'un truc que t'aimes bien. Tu regardes plein de podcasts tricot, on va parler de tricot. Et donc, c'est pour ça que c'est en février 2021, je me suis dit, allez, je vais réessayer, mais en filmant du tricot.
Et on va voir si à force, est-ce que j'arriverai à dénouer ça. Est-ce que c'était peut-être trop récent pour moi. Et donc, le tricot, ça a toujours été, quand j'avais mal, je tricotais. Et parce que, en me renseignant, c'est un peu méditatif. Donc, du coup, on se concentre sur l'ouvrage et on se concentre plus sur sa douleur. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que le tricot, je rencontre plein de personnes et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui tricotent, qui coupent parce que c'est un exutoire, c'est méditatif aussi, comme on l'a dit. Et les podcasts m'ont vraiment aidé à communiquer. Donc, c'est pas seulement le tricot, c'est vraiment la sphère tricot, podcast, les gens qui sont là, qui m'ont aidé à aller de l'avant, avancer. Et c'est pour ça qu'au mois de... Là, ça fait déjà 2 ans que je donne au mois de mars mes revenus YouTube à Endo France. Pour remercier, du coup... de tout ça, de la communication, que ce que les gens m'offrent. Voilà, je me dis, faut que j'offre en retour aussi. Mais voilà, c'est le tricot, comme j'ai dit au début, hein, c'est vraiment très émotionnel pour moi et je m'en rendais pas compte que c'était à ce point-là. Mais du coup, c'est plutôt positif. Bon, c'est bien. Est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager, Lucie, avant qu'on rende l'antenne? Oh non, je pense qu'on a bien pipoté là. Écoute, en tout cas, c'était un très bon moment. Je te remercie beaucoup Merci à toi. De ta confiance et puis d'avoir passé ce moment-là avec nous. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis que ton état de santé s'améliore, hein, bien sûr. Continue à prendre du plaisir par rapport au tricot et on aura peut-être l'occasion de se croiser un jour. Bon, moi, je vais à Lyon en septembre, mais ça peut peut-être être... si un jour tu passes dans le sud de la France, on ne sait jamais. En septembre, c'est la rentrée. Et au 22, 23, 24 septembre, ça y est, elle est faite la rentrée. Hein. Viens pas nous raconter des histoires. Hein. Ah non, de toute façon, on est dans le jus. Je suis dans le jus jusqu'à la Toussaint, souvent. Moi, La reprise, et après, c'est bon, ça roule. Mais c'est découvrir les nouveaux élèves, comment ils fonctionnent, etc. Là, je vais être encore... Tu attaques fin août en général, non? Les profs, ils reprennent un peu fin août, non? Oui, sans les élèves fin août. Et pour qu'on se voit ensemble, qu'on s'organise, etc. Et puis après, et puis là, je vais être de nouveau prof principal à la rentrée. Et ça c'est vraiment une mission qui prend du temps, mais qui me tient tellement à cœur d'accompagner mes élèves dans leur orientation, dans leur suivi et tout. Donc, comme on dit, c'est des choses qui prennent du temps, mais qui font plaisir. Comme le tricot. Tu sembles vraiment très, très, très attachée à ce que tu fais. Tu fais des choses, on dirait vraiment avec le cœur. Hein. Ouais, j'ai toujours été depuis toute petite comme ça. Et puis finalement, quand je regarde ma famille, on est un peu comme ça aussi. Tu t'investis pleinement. Oui, je me dis, si ça me plaît pas, je vais abandonner ça. C'est pas la peine. Il faut vraiment que si on fait quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Oui, hein, t'es une passionnée finalement. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai changé plusieurs fois de travail avant de trouver celui-ci qui me passionne et qui me dit, je me lève le matin, ça sonne à 6h, je m'en fiche, je suis contente d'y aller. C'est un luxe, hein. C'est pas pour tout le monde comme ça. Mais voilà, des fois, il faut prendre des risques. Hein. Je me suis retrouvée des fois au chômage ou pas dans des situations évidentes. Mais voilà, je regrette pas. La résilience. Comme tout m'élève là, comme ça, aucun regret. La résilience, savoir rebondir et savoir aller de l'avant. Bon, écoute, merci beaucoup. Je te fais une grosse bise, Lucie. Au plaisir de te rencontrer en vrai. Encore mille merci. Oui, on trouvera. Et puis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel invité et puis des nouvelles confusions tricotesques. Bye bye à tous. Au revoir. Au revoir. Merci Lucie. Je te remercie. Bye.